Appelez-moi Adjoumani. L'idiot ministre Adjoumani. Le pervers PD ministre Mamadou. C'est quoi? C'est Touré? Touré Mamadou, c'est ça? D'accord. C'est vrai que de temps en temps, Keïta aime taper sur Chris Yapi. Mais c'est de bonne guerre. Chris Yapi et Keïta se comprennent très bien. Chris Yapi sait très bien que je l'apprécie et que très souvent même je prends ces enquêtes pour faire des émissions spéciales là-dessus. Chris Yapi est en train d'interpeller les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens n'écoutent pas. Chris Yapi, tu vois, dans le Sahel ici, nous, on écoute ce que tu dis. On fait très attention à ce que tu dis. Tu avais parlé de cette affaire d'empoisonnement du directeur du renseignement burkinabé. Mais Chris Yapi, est-ce que tu sais qu'ils ont tenté d'empoisonner le président de la République centrafricaine? C'est la France. Ça, je ne vais pas développer aujourd'hui, mais c'est juste pour mettre la puce à l'oreille. Alors, Chris Yapi fait des enquêtes au péril de sa vie. J'ai écouté l'enquête qu'il a faite sur la conversation qu'il a interceptée entre Sidiki et Dominique Ouattara. Du fait que le père de Sidiki, Toumani Diabaté, était une figure de proue, pas seulement de la musique malienne, mais de la musique africaine. Je ne ferai pas d'intervention, je ne parlerai pas de ce qui s'est passé. Si Sidiki sait vraiment que ça s'est passé et que ce que Chris Yapi dit est vrai, on demande à Sidiki de ne jamais abandonner sa patrie, son pays. Dominique Ouattara n'est pas malien, Dominique Ouattara n'est même pas ivoirienne. Elle est franco-juive, elle a des... Je vais laisser tout ça, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Vous avez tous écouté l'enquête de Chris Yapi, la conversation téléphonique de Dominique et de Sidiki. Sidiki, il a dit que Sidiki peut apporter le démenti. Et jusque-là, Sidiki n'a pas démenti. Donc, nous pensons que ce qu'il a fait et ce qu'il a dit est vrai. Sur le conseil, ça a dit à Sidiki, c'est de ne pas suivre ces gens-là. En Côte d'Ivoire, voilà un ministre qui est idiot. Il attaque Justin Katina, je parle de Adjoumani, qui est porte-parole du RHDP, le ministre des Animaux. On dirait que Dieu sait faire les choses. Parce qu'Adjoumani, il est vraiment bête, il agit comme un animal sans cervelle. Je répète, Adjoumani est tellement bête qu'il agit comme un animal sans cervelle. Il se vante. Je voudrais ramener Adjoumani qu'il regarde la fin de Muammar Kadhafi, qui a été bon pour son pays, mais qui a eu une fin triste. Qu'il regarde Ben Ali, qui était le plus grand dictateur de tous les temps de la Tunisie, qui aujourd'hui est en exil. Ben Ali a fait plus de temps au pouvoir qu'Alassane Ouattara ne pourra jamais faire. Parce que Ben Ali avait l'avantage de l'âge. Alassane Ouattara est beaucoup trop vieux et fatigué par la maladie, le cancer. Adjoumani, il faut écouter. Ben Ali a amassé une fortune que toute la vie d'Alassane Ouattara, il ne pourra même pas atteindre la moitié de la fortune de Ben Ali. Parce que Ben Ali avait détourné des puits de pétrole juste pour son compte, lui et sa famille. Alassane Ouattara ne peut jamais faire ça de toute sa vie. Même s'il le fait, combien d'années il pourra le faire? Contrairement à Ben Ali. Il y a un visiteur à Encombra, un Ivoirien à Encombra, Blaise Compaoré. Est-ce qu'Adjoumani peut regarder à quoi ressemble aujourd'hui Blaise Compaoré? Physiquement, moralement, politiquement, socialement. Blaise Compaoré avait le régiment présidentiel à sa disposition, plus équipé, plus formé, plus aguerri que ce que Ouattara a aujourd'hui à son service. Mais où est Blaise Compaoré? Alors, Adjoumani, il ne faut pas être un idiot. Il ne faut pas être plus roi que le roi. Il ne faut pas trop parler plus que Dieu. J'ai donné ce conseil-là à deux éminents politiciens ivoiriens qui aujourd'hui sont, j'avais dit encore, ils ont commencé à attaquer le direct. Ils ont commencé à attaquer le direct. Donc, je me suis basculé sur les données mobiles. OK? Ils ont attaqué le Wi-Fi. Donc, je me suis basculé sur il n'y a pas de problème, on continue. Vous qui m'attaquez, vous voyez ce qui est malheureux entre de vous à moi. Moi, je travaille pour mon pays avec mes fonds propres.
J'ai investi mon propre argent pour soutenir mon pays. Oui, mais vous, ça ne vous donne pas 1 centime, 2 centimes pour payer des unités forfaites, pour venir nous attaquer, vous ne pouvez pas. Même si vous êtes soutenu par un régime en place, la détermination, l'engagement que j'ai, vous n'avez pas. Je peux sortir 1 million de fois. Vous n'aurez pas ce temps-là, les 1 million de fois, à moins que vous soyez des voyous sans emploi. Alors que ce que je fais là, pour moi, c'est mon travail. Et c'est dans ça que je gagne l'argent. Alors comment vous croyez que vous allez pouvoir me battre sur mon propre terrain? C'est ici que je gagne l'argent. Et ça, je ne peux pas laisser tomber pour vous faire plaisir. Donc je vais trouver tous les moyens pour pouvoir rester en ligne. Mais vous, est-ce que vous avez cette détermination-là? À part les maigres petites sommes qu'on vous donne. Je fais des millions dans ça. Je gagne des millions dans ça. Est-ce que vous gagnez combien dedans? Si vous êtes garçon, allez, venez, on va continuer. Moi, je ne suis pas fatigué, vous n'êtes pas fatigué. Je disais ça la dernière fois. Il n'y a même pas de place, moi, pour mettre mes propres habits que je dois porter pour faire mes directs. C'est entassé dans mon salon. Ma femme se plaît toujours. Il faut acheter, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut transformer au où tu vas mettre tes habits parce que c'est trop maintenant. Est-ce que vous pouvez faire ça? Vous êtes sûr que vous êtes garçon? Allons-y. Je suis à votre. Alors, Adjoumani, avant qu'on ne soit interrompu par Adjoumani, l'idiot Adjoumani, l'irresponsable Adjoumani, le raté et le pervers, la déchéance et la décadence des abrons. Celui-là, les abrons. Je ne sais pas s'il est Koulango ou s'il est abron. Que ce soit Koulango ou abron, parce qu'il vient de l'Ouest, il vient de Guadeloupe, il vient de Tanda. Il est raté et il a raté sa vie, Adjoumani. Moi, je vous dis pourquoi. Dans la vie, Dieu permet aux hommes que nous sommes, à travers des expériences, à travers des faits, Dieu nous permet de nous faire une idée. Dieu nous donne des conseils à travers des actions. Est-ce que le régime en Côte d'Ivoire a pris le temps de regarder ce que Ben Ali a fait? On peut tout dire de Ben Ali, mais Ben Ali a construit d'une certaine manière la Tunisie. Tous les présidents qui sont venus après Ben Ali, là, ils ne font que gérer ce que Ben Ali a mis en place. Personne n'a fait quelque chose de nouveau jusqu'à la date d'aujourd'hui. Les Tunisiens même se disent, pourquoi alors on a chassé Ben Ali? Ils se rendent compte que, donc, ce que Ben Ali a réalisé en Tunisie, Alassane Ouattara ne pourra jamais le réaliser en Côte d'Ivoire. Parce que Ben Ali a investi dans toute la Tunisie. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait? Quelques rues d'Abidjan et puis il est content. Il dit il a fait un travail. Adjoumani, tu es un idiot. Touré Mamadou, tu es un raté. Vous savez, parler de Touré Mamadou, moi personnellement, ça me rabaisser. Je vois les activistes GPS, sous le de Paris, mon jeune frère Zouzou, Amiral Blendé, le général, comment on appelle l'autre, mon jeune frère là, tous, hein, la jeune sœur, Maïmoula, hein, la guêpe, ils parlent de Touré. Il dit, si moi, Keïta, je mets ma bouche dans l'affaire de Touré, c'est que j'aurais accordé une valeur, une importance, un crédit à Touré qui ne pourra jamais avoir de toute sa vie de merde. Ce qui fait que je ne m'intéresse même pas à lui. Je parle de l'idiot, Adjoumani. Qu'il regarde tous ceux qui ont soutenu Ben Ali dans les folies de Ben Ali. Quand le régime était sur le point de tomber, que s'est-il passé? Beaucoup ont fui la Tunisie avant même que Ben Ali, quand ils ont compris que c'était fini, ils ont fui. Ce n'est pas une révolution extérieure ou une menace extérieure, non. C'est un jeune homme qui avait, je crois, il avait la maîtrise ou le doctorat, ou en tout cas, il était très diplômé, mais pas moyen de trouver du travail. C'était les amis des amis. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu peux avoir un travail. En Tunisie, la même chose en Côte d'Ivoire. Pour avoir du travail, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ce sont les ramifications qui donnent du travail.
Excusez-moi, de temps en temps, je vais renifler un peu parce que j'ai pris un petit coup. Je vous l'ai dit tout à l'heure avant de commencer le direct. Je suis beaucoup allergique à certaines odeurs, à la poussière haute. Donc, j'étais pratiquement 3 à 4 heures au dehors pour superviser l'entretien de mes groupes là. Donc, c'est ce qui a provoqué. Toutes mes excuses. Hein. Alors, ne soyez pas distraits, je vous en prie. Alors, ce jeune homme-là, il était devenu commerçant ambulant. Ses parents se sont débrouillés, ils ont mis une petite somme, il a pu donc il achète les choses, puisqu'il ne peut pas travailler, malgré son diplôme, et il était meilleur de sa promotion, il vend, et les policiers, comme vous le voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire est en train de faire pire que Ben Ali. Ils sont en train de casser, démolir tous ceux qui vendent sur les trottoirs. Et le jeune homme sur le trottoir, il était là, et la police est venue récupérer, il dit, mais attendez, c'est avec ça que je me défends, je nourris ma famille, pourquoi vous voulez prendre ça? Les policiers ont pris, il allait demander, on lui demande de payer une somme qui ne pourra jamais réunir toute sa vie, au regard de sa condition sociale et financière. Il dit, d'accord, si vous voulez me tuer, je préfère mourir. Donc alors, il a acheté 4 litres d'essence. Il s'est mis devant, il a aspergé tout son corps, et puis il s'est enflammé. Voilà comment est partie la révolution tunisienne. Ce qui a fait tomber Ben Ali. Une seule personne. Le geste d'une seule personne, parce que c'était le ras-le-bol. Alors, si vous les situez du ministre en Côte d'Ivoire, vous croyez que vous avez tiré toutes les leçons et vous êtes en train de faire des bêtises pires que Ben Ali, pire que, comment il s'appelle, Blaise Compaoré et tous les autres qui sont tombés là, Alpha Condé, tous les autres. Vous croyez que votre régime va être épargné? Attachez votre ceinture. Parce qu'il n'y a pas un régime au monde qui peut résister à la fureur de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un régime au monde qui peut épargner, ou du moins, autant pour moi, un régime qui peut s'opposer à la fureur de Dieu. Il n'y en a pas. Et Dieu sait par quel moyen passer pour vous mettre KO. Comment pouvez-vous imaginer que le dictateur sanguinaire 100 fois les lois, Ben Ali, le zélé, le milliardaire, qui avait l'armée, la police, la justice, tout à sa disposition, c'est une seule personne. Et quelqu'un qui n'avait même pas 1000 francs dans son compte bancaire, qui a fait tomber le régime de Ben Ali. Idiot que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous ne tirez pas les leçons de l'histoire, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes tellement zélé, gonflé et fier, vous vous targuez, vous vous vantez. Vous avez même l'audace même de dire que Katina connaît parce qu'il allait au Burkina, il doit rendre des comptes. Alors, les gens ont parlé de ça, mais ils n'ont pas dit la vérité. Ce n'est pas qu'ils ont caché la vérité. Tous ceux qui ont fait une intervention n'ont jamais dévoilé la vérité, le message codé d'Adjoumani. Dieu vous fait grâce aujourd'hui. J'ai pris le temps d'écouter Adjoumani. Quand un journaliste a posé la question, il a fait un tas de détours. Il dit, le PPACI est un parti de putschistes parce qu'ils soutiennent un régime qui est venu au pouvoir par les armes. Oh là là. Je vais aller à 2 points. Je vais développer l'immoralité politique, l'inconscience historique, la mauvaise foi de l'idiot qui se fait appeler porte-parole du RHDP en Côte d'Ivoire. En 99, lorsqu'il y a eu le coup d'État, son président et son patron Alassane Ouattara, le minable criminel, le voleur président, le ridicule manipulateur Alassane Ouattara, il a dit avec un anglais bancal, un anglais malade, un anglais stupide. Je suis étonné que quelqu'un qui a un PhD puisse avoir un langage en anglais, enfin une expression
aussi décevante qu'Alassane Ouattara quand il vous parle en anglais. Il dit, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Parce que le peuple a soutenu. Maudia, idiot d'Adjoumani. Ça, c'est ton patron Alassane Ouattara qui a dit ça en 99. Lorsque le régime d'Ari Konapeti venait de subir un coup d'État. Petit raté, est-ce que tu as une idée de l'histoire, Adjoumani? Je suis et je reste l'unique, le seul baobab de Dieu à ce jour implanté au milieu des hommes sur les réseaux. Il n'y a pas deux, je suis le seul. Et là, c'est une bibliothèque intarissable. Et là, on se rappelle des événements. Et là, on se rappelle des propos. Et là, on sait que vous avez dit. Idiot Adjoumani. Tu as oublié peut-être qu'en 99, ton menteur de patron président a dit, ce n'est pas un coup d'État, mais une révolution. Alors, est-ce que le peuple burkinabé ne fait pas un avec son président? En quoi est-ce que le peuple burkinabé qui soutient le capitaine Ibrahim, ce ne serait pas une révolution? Alors, quand c'est le Burkina, c'est un coup d'État. Quand c'est vous, c'est une révolution. Maudit que tu sois, malhonnête que tu sois, indigne d'être à Brou Poulango. Je ne sais même pas si je dois te considérer, parce que j'ai fait l'Est de la Côte d'Ivoire, à Bangourou. J'ai fait 3 à 4 ans à Bondoukou. J'ai vécu. Et si, à Bondoukou, on déteste une chose, c'est le mensonge, c'est l'humiliation. Non, il n'aime pas ça du tout à Bondoukou. J'ai vécu avec eux. J'ai vécu à Bondoukou. J'habitais au quartier lycée qu'on appelle, dans d'autres cas, des quartiers résidentiels. J'étais ami avec les hommes les plus fortunés de Bondoukou. J'étais ami avec leurs enfants. Yaya Ouattara, qui était le ministre des Affaires sociales, j'étais ami avec sa nièce qui était dans la même classe que moi. Je ne dirai pas son nom ici. Je connais Bondoukou. J'ai vécu à Bondoukou. Tu es la risée de Bondoukou. Tu es la honte de Bondoukou et de Tanda. Tu es indigne même. Parce que tu es un menteur sans foi ni loi. Alassane Ouattara, en 99, a dit que c'était une bonne chose. Ok? Je n'ai pas fini avec cette merde, cette canaille appelée Adjoumani. Laurent Gbagbo, qui vient au pouvoir après des élections contestées, son idiot du président Alassane Ouattara, sort dans la rue et dit à ses partisans, le pouvoir est dans la rue, descendez et prenez le pouvoir. Moi, dis à 1000 fois Adjoumani, imbécile Adjoumani, tu oublies vite l'histoire, idiot que tu sois. Tu oublies l'histoire, petit. Avec ta figure, on dirait un rhinocéros là. Ta figure, tu es décervelé Adjoumani. En 2000, Alassane Ouattara, il dit aux Ivoiriens, descendez dans la rue, le pouvoir est dans la rue. Alors que Gbagbo venait d'être déclaré vainqueur. C'est toi là qui vas nous donner des leçons de politique, idiot que tu sois, pervers que tu sois, égaré que tu sois. Adjoumani, c'est de toi que je parle. Ça, c'est deuxième point. Troisième point. Je vais vous épargner, s'il vous plaît, les tentatives de coup d'État qui ont échoué jusqu'au 19 septembre 2002, avec Sorokio qui devient une rébellion. La rébellion, Zakaria, qui est aujourd'hui officier supérieur de l'armée de Côte d'Ivoire, Sorokio qui fut premier ministre et ministre de la Défense, secrétaire général des forces nouvelles, il a tout dit. Cette rébellion, c'était pour Ouattara. Et le parti que tu accuses de soutenir un coup d'État, ce parti-là a subi plus de coups d'État en Côte d'Ivoire que n'importe quel parti politique. Si je dis parti politique, le PPACI, c'est vrai, c'est un nouveau parti, mais les fondateurs de ce parti, Laurent Gbagbo et Sassou, ils ont subi plus de coups d'État que n'importe quel président dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pas seulement des coups d'État à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, mais à l'extérieur, avec le soutien de la France-Afrique, on essaie de déstabiliser par tous les moyens le régime du président Koulou Laurent Gbagbo. On dit à 1000 fois,
Tu crois que nous n'avons pas une réflexion? Tu crois que nous oublions l'histoire? 19 septembre 2002, tentative de coup d'État, rébellion, soutenue, financée par Alassane Ouattara. Il y a un document déclassifié que j'ai reçu de la DGSE et j'ai partagé avec vous, ça remonte à 1 an ou 2 ans. Dans le document, le document a été déclassifié par Emmanuel Macron. Ok? Aucun président n'a voulu le faire, mais c'est Emmanuel Macron qui a déclassifié le document. Beaucoup de gens n'ont pas vu, hein, mais moi j'ai reçu le document. J'ai reçu le document. C'est pour vous dire à quel point Dieu fait grâce à son serviteur. Quand j'ai reçu le document, j'en ai fait un direct. Beaucoup de gens ont cherché, n'ont pas retrouvé. On dirait qu'après, ils ont retiré le document. Après, peut-être la protestation d'Alassane Ouattara, ils ont fait disparaître le document. Mais moi, je l'avais déjà, j'ai fait des interventions là-dessus. Je sais plus le mois, l'année, mais c'est quelque part, si vous fouillez, si vous remontez à 1 an, 2 ans, vous allez forcément retrouver. Alassane Ouattara, le document déclassifié de la DGSE dit que après enquête, ils ont découvert que c'est Alassane Ouattara qui torpillait les négociations. Parce que chaque fois que Soro Guillaume trouve un accord avec Babo Laurent, Alassane Ouattara dit à Soro Guillaume, tu n'as pas parlé au nom des Ivoiriens, tu as parlé à ton nom. Donc, Soro Guillaume, chaque fois, Ouattara le poussait à revenir sur sa position. C'est Moutia mal élevé, Touré avec sa gueule puante qui donne son derrière à son ami garçon là. C'est lui qui va venir nous parler ici, pédé, imbécile que tu sois Touré Baba. Vous croyez que nous ne savons pas tout ça? Le document déclassifié dit que ils ont intercepté plusieurs communications entre Soro Guillaume et Alassane Ouattara. À l'époque, il était encore opposant à Alassane Ouattara. Il était encore en France. Et Soro Guillaume, il était le secrétaire général des forces armées. Et c'est lui qui menait les négociations. Et chaque fois il tombe d'accord sur le lendemain, Soro Guillaume, il dit qu'il n'est pas d'accord. Mais les gens pensaient que c'était Soro. C'était pas Soro, c'est Alassane Ouattara qui protestait auprès de Soro Guillaume. Ça, c'est un point que l'idiot, le mal élevé, le maudit 1 million de fois d'Adjumani. Tu crois que nous n'avons pas ces informations-là? On a ces informations, petit, ridicule, pitiable ministre, sans foi ni loi. Ce n'est pas fini. Ça, c'est par rapport à Soro, par rapport aux négociations. Quand Gbagbo dit, je ne veux plus d'intermédiaire. Maintenant, ce que Assimi Goïta a fait au Mali aujourd'hui, il dit, je ne veux plus d'intermédiaire entre les rebelles, ceux qui se disent rebelles. S'ils sont réellement du Mali, qu'ils viennent alors, on va instaurer ce qu'on appelle le dialogue intermalien. C'est la même chose que Babo Laurent a fait. Il a dit, il y aura désormais des discussions directes entre la rébellion et le pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Plus d'intermédiaire. C'est au terme de cela, les accords de Ouaga, où Blaise Compaoré était le responsable de ces négociations, puisqu'il a été, son pays, la base arrière de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Babo dit donc, allons là-bas. Ils sont là avec Soro, ils sont tombés d'accord. Babo dit, pour faciliter les choses, tout ce qu'on a décidé de mettre en place, pour dire à cette merde, à cette bêtise humaine, à ce raté de Bondoukou, à ce pervers voleur ministre, cet indigne de l'Est. Tu ne me connais pas, tu m'as dit, sinon tu vas fermer ta gueule, tu pues la merde. Je suis le seul. Quand je parle, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, les faits sont avec moi, les preuves sont avec moi. Tu ne peux pas. Tu es trop petit, minable ministre. Je vais te recadrer aujourd'hui. Ta culotte sera trop petite pour toi quand je vais finir avec toi. Quand Babo Laurent nomme Soro Guillaume Premier ministre, Alassane Ouattara dit, Babo, il dit Soro a trahi la cause. Alors que Soro dit, je vais sauver des vies, les Ivoiriens sont fatigués, arrêtons. Comme Babo Laurent, lui aussi, il avait reçu les informations puisque le renseignement ivoirien travaillait à l'époque avec le renseignement français. Donc, Babo avait reçu l'information que je vous ai donnée que Alassane Ouattara torpille les négociations. Les accords de Ouaga. Babo dit si c'est comme ça, c'est simple. Il dit je veux plus d'intermédiaire. Soro Guillaume, qu'est-ce que tu veux? Soro Guillaume énumère cette doléance. Il dit je suis d'accord avec tout. Je te donne Premier ministre pour pouvoir exécuter
tout ce que toi-même, tu as soulevé. Dans ces conditions-là, est-ce que Sorogio pouvait dire encore qu'il va être rebelle? Le fait d'avoir accepté d'être premier ministre et d'exécuter les accords, les points d'accord entre la rébellion et le pouvoir en place, Babo dit, je ne vais pas prendre quelqu'un. C'est toi-même là qui sera le premier ministre et tu vas piloter tout ça. Est-ce qu'on peut être bon plus que ça? Est-ce qu'on peut être un meilleur politicien plus que ça? Les rebelles disent, voilà nos doléances, voilà nos points. Le pouvoir dit, on est d'accord. Mais pour bien exécuter, je ne vais pas nommer premier ministre quelque part. Mais toi-même, la chef des rebelles, sois le premier ministre et puis applique les points sur lesquels on est tombé d'accord. Voilà comment Soro est devenu premier ministre. Si vous connaissez Soro, je mets n'importe quelle personne au défi. Appelez quelqu'un qui est dans l'entourage de Soro, un conseiller de Soro, envoie même ma vidéo sur Franklin Yapsi, qu'il conteste si ce que je dis n'est pas vrai. Personne ne peut prouver le contraire de ce que je dis, parce que les faits sont là. Et Soro est vivant. Franklin Yapsi est vivant. Il est mieux placé que quiconque. Donc, à Djoumani, le mal élevé, le maudit à 1 million de fois, ne peut pas dire que Gbagbo est un putschiste, puisque Gbagbo a subi plus de tentatives de coup d'État que n'importe quel président dans l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas encore, je n'ai pas encore fini avec cette merde, cette canaille d'Adjoumani. Sorogio met tout en place. Gbagbo donne qu'à dater gratuitement à tous ceux qui en ont besoin. Mais moi qui défends Gbagbo aujourd'hui, je me rappelle en 2003 ou 2004, je voulais renouveler mon passeport ivoirien. À l'époque, je vous ai déjà expliqué comment j'ai eu cette nationalité, je ne reviens pas là-dessus. Mais c'est sous Laurent Gbagbo qu'on a refusé de renouveler mon passeport. Je dis bien, c'est sous Laurent Gbagbo qu'on a refusé de renouveler mon passeport ivoirien. Donc, si quelqu'un devait combattre Gbagbo là, c'est bel et bien moi, mais je savais qu'il y avait des petits fonctionnaires zélés. Ça, c'est pas Gbagbo. Mais malgré ça, je n'ai jamais attaqué Laurent Gbagbo. Jamais. Parce que je sais. Mais après, on m'a appelé pour dire ton passeport est disponible. J'ai dit, je n'en ai plus besoin, puisque j'ai décidé désormais d'assumer ma nationalité pleine et entière, celle du Mali. Donc, j'ai dit que je suis plus intéressé par le passeport ivoirien. Donc, je renonce à ma nationalité ivoirienne. Ça, c'était depuis les États-Unis. J'ai dit, je renonce à ma nationalité ivoirienne. Je ne suis plus intéressé. Je ne veux plus être ivoirien. Donc, voilà, si je dois avoir des griefs là, au contraire, je dois soutenir Ouattara et puis attaquer Gbagbo. Mais pourquoi je soutiens Gbagbo? Parce qu'il est dans la vérité. Il est dans la vérité. Alors, en 2010, je vous épargne les autres. Mais entre-temps, entre la nomination de Soro et les élections présidentielles, Alassane Ouattara a tenté d'éliminer Sorogio par des éléments de force nouvelles que Soro lui-même connaît, mais qu'il n'a jamais dit ouvertement. L'avion de Soro qui a été pris par une roquette. Normalement, l'avion devait exploser en l'air. Mais Dieu a épargné la vie de Soro. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est Dieu le seul qui sait. Une roquette ne peut pas toucher votre avion et puis vous allez vous en sortir. On a vu l'avion du président rwandais. Une roquette. L'avion a explosé en l'air. Le Rwanda, c'est par là que le génocide rwandais a commencé. Mais c'est la même chose qu'ils ont fait à Sorogio. La roquette a traversé l'avion. Il y a eu des morts. Mais Soro, où il était assis, là, c'est là-bas que la roquette est passée. Mais quelques minutes juste avant, puisqu'ils étaient sur le point d'atterrir, juste avant, Soro s'est déplacé, il allait en arrière. Quand il allait s'asseoir, même pas 5 minutes, la roquette a traversé l'avion. L'avion devait exploser. C'est là que vous avez tous vu Ouattao. Il dit, l'homme qui est dans l'avion, là, c'est mon patron. L'homme qui est dans l'avion, là, c'est mon patron. S'il meurt, ma vie est finie. Alors que Ouattao était gravement malade. Mais il allait quand même sur le tarmac de l'aéroport pour voir Sorogio. Il y avait des blessés, il y a eu des morts. Adjoumani, tu crois que nous n'avons pas une histoire? Tu crois que nous ne savons pas que c'est Ouattara qui était à l'origine de cette tentative d'assassinat de Sorogio? C'est Ouattara. Parce qu'il n'a jamais pardonné à Soro. Pourquoi il a accepté d'être premier ministre? Au même titre que lui. Parce que lui, là,
Ouattara n'a jamais accepté que vous soyez son égal dans toute sa vie. Il ne veut pas. Donc, Soro est devenu Premier ministre. Lui, ancien Premier ministre, Soro est devenu son égal. Il ne pouvait pas accepter. Alors que c'est Soro qui a financé sa campagne. La casse de la BCAO de Kouaké, l'argent est parti où? L'argent a servi à financer la rébellion et financer la campagne d'Alassane Ouattara. Quand lui dit que c'est Laurent Gbagbo qui a cassé la BCAO, c'est faux. Ce sont les rebelles qui ont cassé la BCAO de Kouaké. Et l'argent a servi à financer lui sa campagne. Mais je n'aime pas trop me vanter sur ce niveau-là. J'ai plus de ramifications au sein de l'ancienne rébellion de Sorogio que vous ne pouvez l'imaginer. Moi, j'ai été contacté personnellement par des éminents cadres de cette chose-là avant. Même la femme de Alain Loboyo m'a contacté, moi, de mener une offensive communicationnelle pour que son mari soit libéré. Je dis bien la femme d'Alain Loboyo, Samira Loboyo, si elle ment là, qu'elle brûle à l'enfer. Et Dieu est témoin. Si Samira ne m'a pas attaqué, mais comment elle est mon numéro, je ne sais pas. Samira Loboyo, la femme d'Alain Loboyo, elle m'a appelé quand elle était en prison. Elle m'a demandé de soutenir son mari. On connaît l'histoire de ce pays-là. Vous n'allez pas la falsifier à votre gré. On connaît la Côte d'Ivoire. Adjumani, tu es trop petit pour venir manipuler les faits historiques devant nous. Nous sommes témoins de cette histoire-là. C'est la casse de la PCO qui a financé la campagne d'Alassane Ouattara. Si je mens, que Soultoussou sorte. S'il ne le fait pas, je ne vais jamais pardonner à Soultoussou. S'ils ne sont pas pour dire que ce que j'ai dit est faux. La vérité est là. Nous connaissons la vérité. Alors, il faut ouvrir la... Tu es en train de me fatiguer, c'est quoi? Je suis en direct là. Ferme la porte là, je suis en direct. Ferme la porte. Ferme l'autre porte là, Gaussou. Ferme l'autre. Fermez la porte là, je suis en direct. Alors donc, quand vous voyez ça et un véritable raté de petits ministres pervers à cause des petites sommes qui volent par-ci par-là pour que son fils joue les enfants de riches à Paris, parce que la vie immorale que ton fils là, il vit à Paris, ton fils minable là, il a fallu que tu sois ministre pour que ton fils là, il vive comme enfant d'un millionnaire à Paris. C'est parce que tu es devenu ministre. Ton fils idiot là, on voit sa vie à Paris. On voit sa vie. Comment il s'expose. On voit. Ce n'est pas terminé. Alors, en 2010, élection, contestation, 3000 morts. Mais attendez, les rebelles qui étaient cantonnés à Bouaké, comment sont-ils arrivés à Abidjan? L'armée française a joué un rôle. L'ONUCI a joué un rôle pour soutenir Ouattara. Mon Dieu, 1 million de fois du Mali, idiot que tu sois, manipulateur, voleur, corrompu, Adjumani. Mais attendez, les 3000 morts là, est-ce que c'est à l'actif de Laurent Gbagbo? Idiot, tu dis d'aller à la CPI, là, la CPI l'a blanchi. Pourquoi la deuxième personne concernée n'a jamais été inquiétée? Pourquoi jamais la CPI n'est venue en Côte d'Ivoire pour essayer de mener d'autres investigations? Mais ce n'est pas fini. Alors quand tu dis, tu attaques les gens et puis tu veux falsifier l'histoire, pas de notre vivant. Pas de notre vivant. Cette vérité-là, on va la recadrer et puis te mettre au pas. Alors, quand tu pends sur Gbagbo, maintenant, ça c'était le premier point par rapport à Djoumani. Le deuxième point d'Adjoumani, on finit ça et puis on va attaquer le discours du général Tchani. Le deuxième point, c'est quoi? Quand il dit, le patron de Katina a envoyé Katina au Burkina, c'est un régime putschiste. Donc, Katina doit être entendue. Ça, c'est Adjoumani qui dit ça. Hein?
Donc, Adjumani reconnaît. Ferme la porte là, je suis en train de travailler ici. Non, non, il faut fermer. Adjumani, quand il parle, il oublie vite. Merci pour les cœurs bleus. Adjumani, il oublie vite. Quand il dit Katina doit être entendu, moi je ne savais pas que la Côte d'Ivoire était en guerre contre le Burkina. Donc, quand le capitaine dit que la Côte d'Ivoire est un pays qui est devenu une base arrière pour déstabiliser le Burkina, voilà Adjumani qui vient de confirmer les propos du capitaine Ibrahim Traoré. C'est là que j'ai dit beaucoup de gens sont passés à côté. Beaucoup de gens ont parlé, mais ce élément-là, ils ne l'ont pas vu. Ça, ils ne l'ont pas vu. Que Adjumani vient de confirmer que effectivement la Côte d'Ivoire est une base arrière de déstabilisation pour le Sahel. Pourquoi? Sinon, si le Burkina n'a rien, si la Côte d'Ivoire n'a rien contre le Burkina, si la Côte d'Ivoire n'est pas cette base-là, pourquoi on doit appeler, comment on appelle ça, Kone Katina pour l'écouter? Sur quelle base on doit l'écouter? Parce que Plucheri Galé, elle est venue au Mali, elle a été arrêtée. Donc, c'est sur cette base-là, c'est sur ce logiciel-là qu'il travaille. Plucheri Galé est venu, on l'a accusé d'intelligence avec l'ennemi. On ne savait pas que le Mali était ennemi, ou du moins que la Côte d'Ivoire voyait le Mali comme ennemi. C'est pourquoi j'ai dit à mon jeune frère Iboussi, fais très attention quand tu dis il y a des Maliens qui ne veulent pas qu'on insulte Ouattara. Ouattara maudit à 1000 fois. Iboussi, c'est qui t'a dit ça? Ouattara était un idiot, un voleur, un criminel, un assassin. Ceux qui vont t'appeler pour te dire qu'il ne faut pas insulter la faute de quelqu'un t'a dit, il n'écoute pas ça. Iboussi. Parce que la politique ivoirienne, quand je vous dis, je la maîtrise mieux que beaucoup parmi vous, je sais de quoi je parle et je sais qui est Ouattara. C'est pas le même Ouattara qui a expulsé des Maliens et des Burkinabés. C'est pas les mêmes Ouattara là qui manipulent certains, enfin, je sais même pas s'ils sont vraiment des Maliens. C'est certaines personnes en Côte d'Ivoire pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait que le Mali quitte la CEDEAO. C'est pas le régime de Ouattara qui fait ça. Est-ce que Iboussi, tu peux comprendre ça? Alors, on va continuer encore. Voilà cette réalité qu'on veut cacher. Adjumani vient de dire à la face du monde que le Burkina est un pays ennemi de la Côte d'Ivoire. Il vient de dire devant le monde entier que la Côte d'Ivoire est devenue une base arrière pour déstabiliser et le Mali et le Burkina et le Niger. Il vient de le dire de façon claire et nette, sans équivoque, pour toute personne douée d'intelligence. Les propos d'Adjumani sont clairs. La Côte d'Ivoire est effectivement cette base arrière pour déstabiliser. Sinon, pourquoi il demande que Kone Katina soit entendu? Quel crime il a commis? Est-ce que quand il allait au Burkina, il a dénigré la Côte d'Ivoire? Pas du tout. Parce que pour que quelqu'un soit entendu, pour avoir voyagé dans un pays, il faut d'abord, que ce pays-là soit une zone interdite, décrétée par le régime. Est-ce que la Côte d'Ivoire a décrété que le Burkina est une zone rouge où aucun Ivoirien ne doit aller? Parce que quand on est idiot comme Adjumani et qu'on n'a pas l'intelligence de Keïta, une intelligence fuitée par l'esprit de Dieu, aiguisée par la parole de Dieu, Adjumani est un idiot, il ne pourra jamais arriver à la cheville de Keïta. Vous allez dire, c'est vanté. Je suis fier de me vanter parce que Dieu m'a fait un don inestimable ici, là. On n'apprend pas ça à l'école. Ce que je donne là, c'est pas sur les bancs. C'est pas enquête de Christ Yapé. Je suis pas journaliste, enquêteur, investigation, non. Je suis assis et puis Allah, il descend dans ma tête. Est-ce que l'idiot a oublié de comprendre que pour que Katina soit entendu, il y a des facteurs, il y a des éléments d'abord. Si Katina a violé ces éléments-là, à ce moment, il peut être entendu. Est-ce qu'on a déclaré le Mali, le Burkina comme étant le Sahel, comme zone interdite? Non. Donc, Katina Kone n'a pas commis d'infraction. Est-ce qu'arrivé au Burkina, il a commis des actes qui sont répréhensibles? Bon, ils ont essayé encore de nous attaquer, hein. Je sais pas, ça devient trop compliqué. Attendez, je vais me préserver parce qu'on n'a pas encore fait pour le général, hein. Bon, on dirait que la Côte d'Ivoire, bon, on va faire la Côte d'Ivoire. Et puis, demain, peut-être demain, j'ai fait, parce que ce sera beaucoup trop. C'est beaucoup.
Est-ce que beaucoup, il faut donner un peu, si tu mets trop la quille, t'en peux pas, il faut aller étape par étape. C'est une bibliothèque qui est assise là, hein? C'est un arbre qui est là, c'est un baobab qui est assis. Djoumani me connaît mal. S'il me connaissait, il allait fermer sa sale gueule là. Il m'a provoqué. Et je n'aime pas qu'on me provoque. Alors, on essaie de nous attaquer, donc vraiment serrer la ceinture, sinon, je continue encore. Alors, vous voyez, voilà, Djoumani, qui dit ouvertement que Katina doit être entamée. Sur quelle base? Est-ce que la Côte d'Ivoire a déclaré le Sahel comme zone rouge où aucun Ivoirien ne doit aller? Si tu le fais, à ton retour, forcément, on doit t'écouter. Ça, c'est un. Si ce n'est pas le cas, non. Kone Katina n'a commis aucune erreur. Est-ce qu'au Burkina, le fait d'apporter son soutien au président burkinabé, est-ce qu'il défie l'autorité de l'État de Côte d'Ivoire? Pas du tout. Si l'autorité de l'État de Côte d'Ivoire est défiée, c'est que l'autorité de l'État de Côte d'Ivoire, alors la Côte d'Ivoire se dit base arrière de déstabilisation du Burkina. Sinon, Katina n'a rien fait de répréhensible, rien fait contraire à la loi en vigueur en Côte d'Ivoire. Parce que pour que tu sois entendu, il faut que tu aies violé la loi en Côte d'Ivoire. Ce idiot, ce raté, ce pervers de ministre-là, il ne comprend pas ça. Alors, comme c'est le RHDP, il comprenait que là-bas, les textes là, c'est pas leur problème. Puisque Ouattara lui-même, il a violé à maintes reprises et les textes de la CEDEAO et les textes de l'IMOA. Donc, eux là, les tests là, c'est pas dans leur agenda. Ils maîtrisent pas, ils connaissent pas, ils s'en fichent. Tu vois, ouais, ils s'en fichent. Sinon, si tu maîtrises les tests, qu'est-ce que Katina a dit au Burkina, qui est contraire à la loi de Côte d'Ivoire, ou qui met en péril la sécurité nationale à Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Katina a dit? Il n'a rien dit. Parce que pour lui, le fait que le capitaine ait dit que la Côte d'Ivoire est un État, est devenu, pardon, une base arrière. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Tous ceux qui ont fui, les anciens ministres du régime déchu sont tous en Côte d'Ivoire. On les voit parler sur les plateaux de télévision et en Côte d'Ivoire et en France. Il lance des pics contre le régime d'Ibrahim. Est-ce qu'il n'a pas tort de le dire? Il a tout le tort. Il a tout à fait raison de le dire. Deux. Parce que Soro Guio est allé au Burkina. Donc, il faut écouter Kone Katina, c'est tellement qu'il a rencontré Soro Guio. Mais jusqu'à preuve du contraire, ni le renseignement ivoirien, ni encore la presse burkinabé n'a montré Kone Katina avec Soro Guio. Même si, je pense que cela aurait été une très bonne chose que Katina puisse s'enquérir de l'état de santé de Soro Guio et de la disponibilité de Soro Guio à travailler dans une coalition. Mais c'est un politicien. Est-ce que Soro Guio a Djoumani, j'ai envie de dire bâtard là, mais j'ai trop dit ça la semaine dernière sur les Algériens. Mais est-ce que Soro Guio est interdit de s'allier à un parti politique en Côte d'Ivoire? Non. Vous l'empêchez de rentrer, mais vous ne pouvez jamais l'empêcher d'être ivoirien. Vous avez bloqué ses documents de voyage. Il a reçu d'autres documents de voyage pour pouvoir se déplacer dans le monde. Il peut décider, dire à son mouvement, à son parti, soutenir telle ou telle coalition, tel ou tel parti politique. Il a le droit de le dire. Vous pouvez l'empêcher de rentrer, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de s'exprimer, sa liberté. Vous ne pouvez pas. Alors, si vous faites allusion du fait que Katina est allé au Burkina, peut-être qu'il a rencontré Soro, moi, je sais pas Keïta, comme pour le moment, je suis pas au Burkina. Parce que dès que je descends au Burkina, après avoir rencontré le capitaine Traoré, forcément, je vais rencontrer Soro, ça c'est une certitude. Moi, je le dis, je le cache même pas. Que ce soit au Burkina ou au Niger, dès que j'ai fini de rencontrer les autorités, dans la plus grande discrétion, je vais rencontrer Sorokium, je vais m'entretenir avec Sorokium, on va parler. Pourquoi je ne vais pas voir Sorokium si je suis au Niger? Pourquoi je ne vais pas le voir si je suis au Burkina? Qui m'empêche de le faire? C'est pas le Sahel. À cause de ce minable président criminel que vous avez là, moi je ne dois pas rencontrer Sorokium parce que ma vie là, c'est lui qui détient ça, ou la vie de Soro là, ça entre les mains de Ouattara. Pourquoi Katina n'a pas le droit de voir Sorokium si jamais tel était le cas? Mais ici, comme il nous dit, le ministre est raté et pervers, le voleur criminel, il dit ici, il est tellement bête qu'il réfléchit.
Par moment, je le vois parler, je me pose la question, est-ce que ce gars-là, il a une intelligence? Mais là, il a parlé, vous avez vu des idiots de journalistes qui ont applaudi, hein, au siège du RHDP. J'étais dépassé, il dit, mais comment on peut être bidam comme ça? Alors pour eux, ils ont tellement bien parlé que il n'y aura pas quelqu'un pour remettre en cause ce qu'Adjumani a dit. Ça, c'est mal connaître Dieu, c'est mal connaître Keïta. Ce que je viens de dire, est-ce qu'Adjumani s'attendait à ça? Est-ce que j'ai pas démonté Adjumani? Est-ce que ce qu'Adjumani dit peut te dire devant ce que j'ai dit? Est-ce que Katina a commis un crime? Non. Est-ce qu'il a commis une erreur? Non. Est-ce qu'il a violé la loi? Non. Est-ce qu'il a défié l'autorité de l'État? Non. Il est libre, comme tout citoyen ivoirien, d'aller où il veut, parler avec qui il veut. Ça, c'est le droit que la constitution de l'État de Côte d'Ivoire reconnaît à Katina. Un malade, un déraciné, un pervers, un voleur, un désintégré moralement, intellectuellement, culturellement, socialement, Adjumani pense que il faut écouter Katina. Pour lui dire quoi? Il faut l'écouter. Alors, quand il dit il faut écouter Katina, je vous en prie, pour tous les politiciens comme moi, pour tous les stratèges en politique comme moi, pour tous les avertis en politique comme moi, il faut l'écouter parce que peut-être il a parlé avec Ibrahim. Il faut l'écouter, peut-être il a rencontré Sorobio. Les idiots des journalistes qui étaient assis là-bas, qui l'ont écouté, ils n'ont rien compris. Beaucoup de gens, j'ai vu les gens, mais ce que Adjumani, les sous-entendus d'Adjumani, il sait très bien que c'est un code qu'il envoie à Katina et à Laurent Gbagbo. Mais ce code-là, moi, je le casse et puis je le mets à la disposition du monde entier. Voilà ce qui était sous-entendu dans les propos d'Adjumani. S'il y a quelqu'un qui pense qu'il a une culotte assez solide, une ceinture assez solide, qu'il vienne s'affronter. C'est pourquoi je dis, si tu es un garçon, tu es sûr que tu es un garçon, ton pied dit là, faut prendre, viens, je vais enlever ta culotte, tu sauras même pas comment il faut partir, parce que de toute façon, j'ai t'allumé là, quand je finis là, tu vas oublier que tu as un PhD. Adjumani, il faut venir. Est-ce qu'Adjumani s'attendait à une telle analyse de la part de quelqu'un? Non. Il a cru qu'on va dire, oh, il reste des prêts à quoi? Tu es idiot, tu peux pas. Comment vas-tu, Balou? Ça va? J'ai vu que tu m'as envoyé un message après que tu savais pas que j'étais en direct. Ça va, ma soeur? Voilà. Elle aussi, elle est arrivée, Badou, elle m'a envoyé la vidéo d'une jeune dame, c'était Traoré. On va parler si je n'oublie pas. Merci beaucoup pour la vidéo. J'ai pris plaisir à écouter la dame. Alors, ici, vous dites, il faut écouter Katina. Sur quelle base on va écouter Katina? Qu'est-ce qu'il a fait? Toi, ton fils, voleur que tu es là, ton fils là, les bêtises qu'il fait avec l'argent des Ivoiriens en France là, toi, tu n'es pas entendu. Voleur que tu es. Tu avais un passeport ghanéen, on t'a arraché ça. Idiot. Toi, on t'a pas entendu. Voilà un ministre qui avait un passeport ghanéen, qui a fait ça dans la clandestinité, dans le dos de Ouattara. Et puis, ils ont dit à Ouattara qu'il a un passeport ghanéen, ils ont saisi ça. Maintenant, il faut qu'il se justifie devant Ouattara. Maintenant, comme on a saisi son passeport, il faut qu'il vienne jouer le gros bras. Je vous ai donné point par point comment Ben Ali est tombé en Tunisie. C'est pas une armée qui a fait tomber Ben Ali. C'est pas l'armée qui a fait tomber Ben Ali. C'est un commerçant ambulant qui avait une maîtrise, qui n'arrivait pas à avoir du travail, dont les conditions sociales et financières étaient instables. Il n'avait pas les moyens. Un commerçant ambulant, il s'est débrouillé pour acheter quelques marchandises qu'il vendait au bord de la route pour soutenir sa famille. C'est celui-là qui s'est aspergé d'essence et il s'est enflammé et c'est sa mort qui a entraîné la révolution. Cette révolution qui a fait partie Ben Ali. Cette révolution que le Nigeria est en train d'expérimenter aujourd'hui avec Tinubu. Il a peur comme c'est pas permis. Cette histoire de Dan Côté, je vais vous laisser ça aussi. Un autre jour, je vais parler de Dan Côté. Ce qu'ils ont fait à Dan Côté, le combat de Dan Côté, j'ai dit ça une fois, le combat que Dan Côté vivait, le combat qu'il menait au Nigeria, c'est le même combat que l'AES mène aujourd'hui au sein de la CEDEAO. J'ai dit, si vous déconnectez le combat de Dan Côté, Ali Dan Côté, le milliardaire nigérien, qui est combattu par une mafia au Nigeria, j'ai dit, si vous déconnectez son combat du combat de l'AES, c'est que vous n'avez pas compris grand chose dans la politique. Mais il a gagné. Il a gagné.
Il dit sa raffinerie. Mais qui sont, ou du moins qui étaient, ou du moins qui sont encore, qui sont ou qui était cette mafia? Mais ce sont les multinationales occidentales qui utilisaient les Nigériens contre leurs propres frères. On utilise le noir contre son propre frère. C'est ce qui s'est passé. Vous avez entendu plein de choses sur Ali Dangote, c'est comme ça, il a failli, c'est des bêtises. Vous savez, les gens mettent souvent des titres idiots pour attirer les gens pour aller regarder ce que, enfin, souvent quand vous allez regarder cette bidon, il n'y a rien dedans. Surtout l'AES là. Les gens mettent des titres bidons quand vous voyez, parce que c'est important, vous allez regarder, il n'y a rien dedans. On revient à Djoumani. Voilà Djoumani qui montre une facette du RHDP au pouvoir. La manipulation, l'instrumentalisation de la justice. Comme un ministre, même si tu es porte-parole, tu peux dire que les candidats doivent être entendus. Sur quelle base ils doivent être entendus? Un ministre qui n'a aucune connaissance des tests. Cela démontre cette expression qui dit, dis-moi avec qui tu marches, je vais te dire qui tu es. Si Adjoumani marche avec Alassane Ouattara, on sait que ce monsieur, il n'a aucun respect pour les tests. Alors vous conviendrez avec moi qu'Adjoumani soit une bêtise, une erreur humaine, un idiot qui ne connaît rien des tests, selon quel ministre soucieux de l'application des tests. Et rien que les tests puissent dire, il faut faire ça, alors que il n'y a rien de grave qu'il a commis. Le fait d'aller au Burkina, on ne savait pas que le Burkina était un sens interdit pour les Ivoiriens. Mais si tel est le cas, pourquoi un décret présidentiel ou une loi n'a pas été, dans ce cas-là, prise pour dire que le Burkina, c'est fini, c'est sens interdit pour les Ivoiriens? Si tel n'est pas le cas, sur quelle base Katina doit être entendu? Cette merde, ce bidable ministre-là, il parle, et là, il démontre par A plus B que, je dis même par A plus B que, en Côte d'Ivoire, la justice est aux ordres. Dans les propos de Katina au Burkina, qu'est-ce qu'il a dit qui pouvait irriter l'État de Côte d'Ivoire? Dire la vérité, c'est un crime en Côte d'Ivoire sous le régime d'Alassane Ouattara. Waouh, ça on ne savait pas. Merci à Kobena de nous avoir informé que dire la vérité en Côte d'Ivoire, c'est un crime contre Sa Majesté Napoléon III de la Lagune des Briers 6. Alassane Ouattara, waouh. Merci à Djoumani. J'ai dit que tu es la plus bêtise. Non, c'est pas ça, c'est pas la plus bêtise. L'expression. Il est le plus bête des ministres de Ouattara. Une fois, j'ai dit, ce gars-là, c'est comme un éléphant. Quand il marche, il laisse des traces. Il a Djoumani, tu laisses des traces quand tu... Comment tu peux venir t'arrêter et puis tenir de tels propos? C'est ridicule, c'est regrettable et c'est pitoyable. Donc, à Djoumani, le RHDP reconnaît que la Côte d'Ivoire est la base arrière pour déstabiliser et le Burkina et le Mali. Ce n'est pas Keïta, ce n'est pas le capitaine Ibrahim, ce n'est pas le président Assimi Goïta, c'est le porte-parole du RHDP, Adjoumani Kobena, qui dit que la Côte d'Ivoire est devenue une base arrière pour déstabiliser le Sahel. Parce que dans les propos qu'il a tenus, il y avait des codes. Il faut décrypter ces codes-là dans les propos d'Adjoumani pour comprendre qu'effectivement, la Côte d'Ivoire est une base arrière de déstabilisation du Sahel. Ce n'est pas moi, c'est Adjoumani qui le dit. Donc, si vous voulez, comme vous avez mettre le gros titre là, sur vos publications là, hein, vous qui m'écoutez là, dites, Adjoumani avoue que la Côte d'Ivoire est effectivement une base arrière de déstabilisation pour le Sahel. Et je répète, si vous voulez reprendre ma vidéo, vous dites, Keïta Cheikh Oumar, Adjoumani Kobena Adjoumani avoue, déclare, démontre, dit que la Côte d'Ivoire est effectivement la base arrière pour déstabiliser le Sahel, le Mali, Burkina, le Niger. Voilà. Le titre comme ça, là, vous marquez, et puis vous pouvez mettre ma vidéo avec la photo d'Adjoumani. Il peut pas, c'est lui qui a dit, hein. Si la Côte d'Ivoire n'est pas la base arrière, pourquoi la Côte d'Ivoire, deux choses. Quand, vous regardez même la Corée du Nord, les Américains vont en Corée du Nord.
Des Américains vont en Russie. Des Américains vont en chose, comment on appelle ça, en Chine. Malgré la tension que vous avez entre eux, les Américains vont en Russie, ils vont en Corée du Nord, ils vont en Chine. Idem pour les Américains. Tout récemment, il y a eu échange de prisonniers. Pour démontrer que la politique ivoirienne, elle est minable, elle est mesquine, elle ne vaut rien. Tout récemment, hier, il y a eu des échanges de prisonniers entre la Russie et les États-Unis. Quand vous arrêtez des compatriotes de Russes aux États-Unis, Poutine ne se précipite jamais. Le FSB reste alerte. Ils font tout pour mettre la main. Parce que c'est un pays que les investisseurs ne peuvent pas ignorer, la Russie. Ils sont obligés d'aller là-bas. Donc, quand les Américains arrivent, le FSB met la main sur eux pour dire que ce sont des espions. Et puis, tout de suite, on fait un jugement lapidaire. 50 ans d'emprisonnement, 100 ans d'emprisonnement, avec Mabana. Le président va crier, mais en dessous, la CIA et le FSB font des négociations sur instruction des deux présidents pour obtenir la libération. Et Poutine, personnellement, il allait à l'aéroport, il allait recevoir, accueillir les Russes qui avaient été arrêtés aux États-Unis. Donc, il y a eu échange de prisonniers. Il a envoyé un avion spécial pour aller les chercher aux États-Unis. Ils sont venus. Les Américains, ils ont envoyé leur avion spécial, ils ont pris les Américains, ils ont fait ça. Donc, quand vous voyez des idiots comme ça, là, qui parlent de la politique, vous posez la question, attendez, est-ce que ceux-là, ils comprennent ce que c'est que la politique? Malgré tout ce que les Américains disent de Poutine ou de la Russie, ils n'ont jamais rompu. C'est-à-dire, la fenêtre de discussion, là, ils n'ont jamais fermé. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. La Russie peut se passer des Américains, mais les Américains ne peuvent pas se passer de la Russie. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Les Américains sont à court des ressources naturelles. Ils ont demandé à la réserve fédérale, ce qu'on appelle la Banque centrale, aux États-Unis, c'est la réserve fédérale, de lever toutes les sanctions sur les banques centrales, sur certaines banques et la Banque centrale russe, pour que les transactions. Et là même encore, les Russes, ils disent qu'ils ne prennent pas le dollar. Donc, ils prennent le dollar américain pour acheter le rouble russe. Et c'est avec ça que les transactions se font. Aujourd'hui, dans le monde, la Russie ne prend plus le dollar à quelqu'un. Si vous payez, on vous donne le montant en rouble. Donc, vous allez vous acheter le rouble sur le marché où la banque russe émet, vous achetez, et puis vous faites vos transactions en Russie. Dans les BRICS, là, c'est ça. C'est pourquoi les gens, ils savent très bien que tôt ou tard, nous, on va sortir de cette histoire de monnaie. Parce que ça ne va pas nous avantager, ça ne va pas nous arranger. Ça, c'est notre débat pour un autre jour. Donc, pour vous dire tout simplement que même les Américains qui poussent les gens à la bêtise, là, ils n'ont jamais fermé la porte. Tel qu'on voit l'animosité dans la CEDEAO, là. Les Américains, malgré qu'ils, c'est eux qui ont dicté les 21 000 sanctions contre la Russie, là. Ils n'ont jamais fermé, eux, Américains, toutes les portes à la Russie. Jamais. Parce qu'il y a des secteurs clés où les Américains, malgré la grande gueule qu'ils font, là, il y a un secteur que seule la Russie a la technologie dans le monde. Personne d'autre. Je ne sais pas comment, mais ils n'ont jamais dévoilé cette technologie-là. Je ne sais pas trop comment. Les Américains ont fait fatiguer, ils n'ont pas pu. Ils ont tenté de se passer des Russes. Quand ça a été Niamey, Kamako, ils ont appelé les Russes au secours. Les Russes sont allés. Ils font tout, mais les Russes. Vous savez, il y a deux pays qui arrivent à espionner les pays occidentaux. Mais les pays occidentaux ne peuvent jamais espionner ces deux pays-là. La Russie et puis la Chine. Qui arrivent à espionner et l'Europe, et les États-Unis, et le Canada, et l'Australie. Mais eux, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent jamais espionner ni la Chine ni la Russie. Jamais. Mais eux, c'est pourquoi quand ils disent qu'ils interceptent les communications des Russes, là-bas, souvent je ris. Les gens veulent se donner de la valeur, de l'importance. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont jamais réussi. S'ils le pouvaient, au Mali, si on allait le savoir tout de suite. Mais notre communication, ils n'ont jamais pu percer nos communications dans le Sahel, parce que nous travaillons avec des logiciels russes. Cela me permet de dire une chose importante. Je vous avais parlé
Maintenant, tout le monde a une idée sur ce minable de Bidis Adjumani. On va continuer à un autre direct. Je ne sais pas si on pourra finir complètement la partie du général, mais je vais vous faire écouter, Inch'Allah. Ils veulent attaquer, les gars. Ils sont en train d'attaquer le direct. Hein. C'est la deuxième fois qu'ils essaient de couper. Alors, le président Zelensky a déclaré, je répète, le président Zelensky a déclaré que effectivement, il a envoyé des mercenaires ukrainiens pour soutenir les terroristes à combattre le Mali. Puisque l'armée malienne est appuyée, est aidée, est soutenue par des officiers russes. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est quoi cette chose? La dernière fois, j'avais évoqué ça avec vous. L'Ukraine a décidé de négocier finalement avec la Russie et accepter de perdre les régions qui sont déjà rattachées à la Russie. Donc l'Ukraine décide parce que les Américains ne pourront plus continuer à mettre la pression parce que les Américains, malgré tout ce qu'on vous dit sur les plateaux de télé, vous faire croire que Kamala Harris va gagner. Si vous connaissez les Américains, vous allez vous méfier de ces petites choses-là, ces petits mensonges-là sur les plateaux de télé. Ils veulent créer le doute par l'offensive communicationnelle, faire croire que la femme-là, elle peut. Quand elle et Donald Trump sont dans la même ville pour tenir des meetings de campagne, quand vous regardez les meetings de campagne de Donald Trump et puis pour elle, des campagnes qui se tiennent simultanément par moment, à peine elle réussit à avoir quelques centaines de personnes pendant que Donald Trump, il ne peut même pas, c'est-à-dire l'espace loué même refuse du monde. Je ne dis pas que c'est un signe évident, mais pour quiconque connaît Donald Trump, après tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a surmonté, et il est toujours dans la course, si vous croyez que c'est une repêchée de dernière minute qui va venir. Moi, au début, j'étais démocrate. Mais ça, c'était dans mes débuts dans la politique américaine. Mais après, je me suis rendu compte que les démocrates, ils sont pas honnêtes. Parce que la perversion, la racine de la perversion de l'immoralité se trouve au sein des démocrates. C'est là que je dis ça, c'est pas ma place. Contrairement aux républicains qui défendent les valeurs et les vertus de la famille. La perversion et l'immoralité, là, c'est Barack Obama qui a amené ça aux États-Unis. Légalisation de l'homosexualité, toutes ces bêtises, c'est Barack Obama pendant son deuxième mandat. C'est lui. Et Donald Trump dit, ça marche pas avec lui. Donc, si vous avez la crainte de Dieu, bon, et puis vous êtes démocrate, bon, c'est votre choix. C'est là que j'ai viré, je suis devenu républicain. Républicain parce que ils encouragent l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Ils encouragent. Et ce qui me plaît sur les républicains, c'est-à-dire le même combat que moi je mène au Mali ici, c'est le même combat que les républicains mènent aux États-Unis. C'est-à-dire, ils mettent la patrie d'abord. La patrie avant toute chose. Et moi, quand je vois que des gens défendent les mêmes valeurs que moi, je n'ai pas de raison de les attaquer ou de les détester ou de dire, ah, je comprends pas. Je suis obligé d'être d'accord avec Trump parce que moi, je dis Trump, c'est la même philosophie que j'ai pour le Mali, c'est la même philosophie que Trump a pour les États-Unis. Alors, pourquoi je vais m'opposer à Trump? Je ne vois pas.
Quand je dis à l'époque que je ne vais pas mener le combat de la jeune dame franco-malienne Aya ou bien quoi, là, vous avez vu que son image est associée à la défiance de Dieu. Bon, elle-même, sa façon de s'habiller, de vivre même, c'est déjà, je n'ai pas à parler, quoi. Je n'ai pas à parler. Je préfère ne rien dire, mais que Dieu gère son compte. Parce que Dieu saura comment il va gérer son compte. Il y a des choses que Dieu ne laisse pas cadeau. C'est pas tout qui se rêve sur terrain. Il y a des choses que Dieu règle ici avant que vous ne fermiez les yeux. On a vu le père de Bush. On a vu comment Bush, le père est mort. On a vu comment Donald Trump est mort. Je dis Donald Trump, Ronald Reagan, pardon. Bush le père, là, si vous avez vu comment il est mort, l'ancien président, et quand vous regardez Bush le fils aujourd'hui, là, quand vous le regardez, parce qu'il y a trop de, c'est-à-dire il y a trop de sang sur leurs mains, mais comme ils sont super puissants, ils ne rendent pas compte à quelqu'un. Mais Dieu montre un tout petit peu avant qu'il ne ferme les yeux. Si vous avez vu la mort de Bush le père, et si vous voyez Bush le fils aujourd'hui, hey, malgré les milliards qu'ils ont, regardez Bush le fils aujourd'hui, à quoi il ressemble. Mais regardez Donald Trump, à ses 72 ans, il a quoi? Regardez comme il est solide comme gaillard. Un solide gaillard. Alors, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, Zelensky dit publiquement devant le monde que l'Ukraine a envoyé des renforts pour soutenir les rebelles et les terroristes dans le nord du Mali. C'est pas une information que je donne comme ça. C'est des faits qui sont vérifiables. Et la presse française s'est fait écho de cela. LCI, particulièrement. Ils ont dit, Zelensky a dit qu'effectivement l'Ukraine a envoyé des mercenaires pour soutenir les terroristes et les rebelles dans le nord du Mali. Alors, arrêtons-nous un instant. Bon, le général, le discours du général, pardon, l'entretien du général, ça nécessite que je prenne du temps pour bien développer. Je vais juste mettre un bout des propos qu'il a tenus, mais je ne vais pas décortiquer ce que le général, parce que si je veux le commencer, je n'ai pas envie d'arrêter. Parce qu'à lui seul, je peux faire 2 heures de temps pour développer ce que le général a dit. Mais, ce qui nous intéresse pour le moment, parce qu'on ne peut pas sauter ça, parce que si on saute ça, on ne va pas bien comprendre ce que le général va dire. Ce que je vais dire par rapport à l'Ukraine, les gens n'ont pas fait de ramification, de connexion entre ce que Zelensky a dit et les propos du général. Alors pourquoi c'est maintenant que le général parle? Parce que le général, il a apporté toutes les preuves que la petite merde de Bidis. Alors, vous savez ce qui fait rire? Le général a décidé de sortir le jour de l'indépendance du PD. J'ai dit, le général a décidé de parler, c'est-à-dire de faire sortir toutes les preuves qui accablent le PD le jour de l'indépendance du PD. Je crois que l'indépendance du PD, c'était le 1er, je crois. Et le général est sorti, je crois, hier ou aujourd'hui, le général est sorti. Alors pourquoi c'est le jour de l'indépendance du PD que le général fait une telle déclaration? Est-ce que les gens ont réfléchi? Je sais que mon frère Franklin, lui, il est beaucoup vif, il est beaucoup rapide. Peut-être qu'il a capté ça, je ne sais pas. Mais ici, quand le président ukrainien vient dire publiquement que nous avons soutenu les terroristes pour tuer les soldats maliens et les Russes qui sont présents au Mali, on n'a pas vu la communauté africaine, même si nous ne sommes plus dans la CEDEAO, on n'a pas vu un président de la CEDEAO se plaindre d'une telle attitude. On n'a pas encore vu ceux qui sont soi-disant, qui ont été mandatés par cette organisation criminelle, ce syndicat de présidents voyous et voleurs,
ni Bachirou, ni Faure Yassigui. On n'a entendu personne. On n'a même pas entendu la soi-disant Union africaine protester. Quand on dit que les Africains n'ont pas leur indépendance, les gens, ils ne veulent pas. Quand nous disons qu'aujourd'hui, là, nous, là, c'est fini dans le Sahel, les gens, ils ont la grande gueule pour parler. Il ne s'agit pas ici du Mali. Zelensky, il a la grande gueule pour parler parce qu'il s'est dit, il peut le faire. Il a le soutien de l'OTAN. Alors, je vous ramène encore en arrière. Ce sont les mêmes minables présidents ridicules, ces mêmes organisations stupides appelées organisations sous-régionales ou africaines, qui sont restés muettes face à la barbarie de l'OTAN lorsque cette organisation criminelle a lancé ses opérations pour tuer le président Mohamed Kadhafi. Qu'est-ce que les Africains ont fait? Rien. À part de déclarations bidons, stupides, infondées. Toi, tu parles, et puis ta parole, ça dit, tu parles, il n'y a même pas de... Ça dit, ta parole n'a aucune puissance, ta parole n'a aucune légitimité, ta parole n'a aucune force. Ta parole là, ne peut rien changer, mais tu parles. Ah, ils sont en train de nous attaquer, hein. Ils ont frappé, hein. Bon. Alors, aujourd'hui, quand vous regardez ces organisations dites africaines, sous-régionales, il n'y a pas une seule de ces organisations qui a eu le courage de recadrer Zelensky. Personne. Aucun président. Alors que c'est officiellement que la présidence ukrainienne a dit ouvertement, et ça a été repris par les médias et européens, occidentaux, américains, pour dire voilà ce que Zelensky a dit. Personne. Alors, maintenant, vous croyez que les mercenaires ukrainiens ont été parachutés dans le Sahel, mais il fallait établir des contacts. C'est en cela que la déclaration dans l'entretien qu'il a accordé à la radio-télévision du Niger, le général a dit quelque chose de fondamental. Comment la DGSE est en contact avec tous les groupes terroristes dans le Sahel. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous ne comprenez pas bien ce que je dis ici par rapport à Zelensky, il sera difficile pour certaines personnes, c'est sûr, de comprendre les propos du général. Alors que le général n'a renvoyé personne à Zelensky, mais c'est Keïta qui fait cette ramification pour vous permettre de comprendre ce qui est en jeu. Quand je vous dis que la DGSE et l'armée algérienne sont toujours en contact et travaillent ensemble, ne regardez pas les déclarations politiques de l'Algérie, parce que ça, c'est pas eux qui ont le véritable pouvoir d'Algérie. Ceux qui ont le véritable pouvoir, c'est l'armée. Et c'est cette armée qui travaille avec le renseignement français. C'est cette armée-là qui est en contact avec tous les groupes terroristes dans le Sahel. Et c'est cette armée qui est en contact avec l'Ukraine. Alors, vous comprenez que la France, c'est elle qui a établi le contact entre les officiels ukrainiens et l'Algérie et les groupes terroristes dans le Nord, qui sont dans la part frontalière entre le Mali et l'Algérie. On ne vous a pas dit ça. Vous n'avez pas entendu ça. Mais c'est ici. Seulement ici. Parce que le babab de Dieu est là. Cheikh Oumar Keïta. Alors vous avez compris ça. Comment les mises en place, les contacts, c'est la DGSE qui a établi le contact entre l'Algérie, l'Ukraine et les groupes terroristes. C'est ce que le général a expliqué. Comment la DGSE travaille au Bénin avec Boko Haram et d'autres groupes terroristes dans tout le Sahel. Parce que le général Lecomte a dit, nous ne pouvons pas perdre le Sahel. Nous ne pouvons pas et nous devons mettre tout en œuvre pour récupérer le Sahel. Si je vous ai toujours dit, si vous oubliez ça, c'est que c'est pas la peine de venir suivre Keïta. Parce que tout ce que Keïta dit, il y a une logique dans tout ce qu'il dit. Depuis qu'il a commencé à mener ce combat, il y a une constance et une logique. Je ne vais jamais parachuter les choses ici.
Il y a toujours une logique dans tout ce que je fais. Peut-être que celui qui est bien avisé, qui me suit bien, il peut écrire un livre. On peut écrire un livre. Et ce que je fais ici, depuis des années, ça peut même être étudié dans les universités. Parce qu'il y a une constance dans tout ce que je fais. Je n'ai jamais craché dans une assiette et puis je suis allé manger dedans. L'éveil de la conscience, c'est un travail de longue haleine. C'est pas comme ça. Il faut que les gens comprennent et tu ne peux pas réussir ce travail d'éveil si tu ne maîtrises pas l'histoire. Et si tu maîtrises l'histoire, il faut savoir mettre les événements ensemble pour donner un sens. Quand tu maîtrises l'histoire, tu sais mettre les événements ensemble, et puis, par rapport à la situation actuelle, tout le monde comprend aisément. Donc, au Sahel, vous avez un premier message. On ne sera jamais soutenu par aucune organisation africaine. Ça, c'est une certitude déjà, que les présidents du Sahel savent, il nous appartient de le dire haut et fort pour que la population comprenne cela. On ne sera jamais soutenu par aucune organisation sous-régionale ou africaine. Jamais. Même pas les Nations Unies n'ont condamné les propos de Zelensky. Même pas les Nations Unies. Je répète, même pas les Nations Unies. Ceux qui se disent même amis du Mali, on n'a même pas vu quelqu'un dénoncer ça. C'est le président turc là qui, lui, seulement, quand il attend, il chicote. Quand il attend, il chicote. Mais il ne peut pas parler de quelque chose qu'il n'a pas entendu. Mais Poutine sait ce que l'autre a dit. C'est pourquoi Poutine, au lieu de parler, il a décidé de bombarder le Sahel d'équipements et de logiciels pour mettre un terme définitivement au terrorisme dans le Sahel. Il y a une confidence que je vais vous faire. Vous savez, il y a des armes même qu'on va avoir. Poutine va dire, prenez ça. Quand vous aurez l'argent, un jour payé. Si vous ne payez même pas, c'est bon. Poutine va faire ça. Parce que là, c'est un défi que Zelensky a lancé à Poutine. C'est là que je vous ai dit, on va les tuer jusqu'à la frontière algérienne. Personne. Et vous avez déjà vu ce qui s'est passé. Comment la conjonction de l'armée de l'air, du Burkina et du Mali, vous avez vu comment ils ont fait descendre un déluge de feu sur les terroristes qui ne s'y attendaient pas. Les gens ne s'y attendaient. Ils croyaient qu'ils avaient sapé le moral. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé, j'ai une amie qui est aux États-Unis, je vous ai dit tout à l'heure, qui m'a envoyé une vidéo d'une jeune dame malienne, je crois, c'est Traoré, quelque chose comme ça. Et les Traoré sont mariés à Traoré, ou est par des apatrides maliens qui publient. Et un de mes combats, c'est ça. Et voilà pourquoi j'apprécie la vidéo, parce que c'est mon combat. C'est le combat que j'ai toujours mené. C'est pourquoi je dis aux gens, n'allez pas regarder tout. N'allez pas tout écouter, n'allez pas tout regarder. Et pourquoi je suis content avec cette jeune dame-là, je sais qu'elle a l'habitude de sortir, mais ici, elle a toujours du doigt une réalité. Et cette réalité, j'en ai parlé la dernière fois. Je dis, le président Assimi Goïta m'a demandé personnellement de ne jamais faire d'une manière que ce soit la communication directe ou indirecte du terrorisme. Mais, vous savez, la plupart de tous les gens qui sont sur les réseaux, 80%, beaucoup ne savent même pas ce que c'est que la communication. Parce qu'on peut parler, on parle, on a des vies, on est content. Il y a des gens qui ne maîtrisent même pas le béaba. Parce qu'ils cherchent la visibilité, ils viennent, ils disent tout, du n'importe quoi. Souvent, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de faire l'apologie même du terrorisme sans se rendre compte. Et pourtant, le président Assimi Goïta a dit c'est dangereux, ne le faites pas. Mais combien de personnes peuvent savoir ça? C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des instruments. Et puis, en plus de ces instruments-là, Dieu merci, c'est pas parce que j'ai seulement ces instruments, mais je sais les utiliser. Parce que avoir les instruments et savoir les utiliser, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui peuvent avoir les instruments et ne pas savoir les utiliser. Il y a des gens qui peuvent ne même pas avoir les instruments, mais savoir faire ce qu'il y a lieu de faire. C'est comme ils avaient ces instruments-là. Donc, elle a beaucoup tapé sur ceux qui font ça. Mais il y a des gens aussi qui passent, bon, comme eux, leur français, leur niveau, je peux dire d'éducation scolaire, peut-être, beaucoup parlent en babara, mais souvent ne se rendent pas compte des bêtises qu'ils font parce qu'ils parlent en babara. Ils créent le chaos, souvent,
le chaos psychologique, je veux dire, sans se rendre compte. Ils créent la panique. Parce que chacun veut être le premier à donner. Ah, mais non, 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 mais là, bon. C'est des conneries. Souvent, ils disent des bêtises sans se rendre compte. Donc, il y a un certain nombre parmi eux que moi, personnellement, j'ai décidé de ne jamais écouter et regarder. Souvent, les gens ne le savent pas, ils m'envoient, mais je ne regarde jamais. Quand ils m'envoient, je supprime. Parce que, ils ne peuvent rien m'apprendre. Ceux qui peuvent m'apprendre quelque chose là, moi, je les ai déjà identifiés. Oui, vous le savez. Je peux vous donner 3, 4 noms. Je peux vous donner Alain Foucault. Je peux vous donner Franklin Yann. Je peux vous donner Nathalie Yam. Quelquefois, la guette pas tout le temps. Quelquefois. Et puis là encore, c'est même pas tout. C'est quelques rares fois. Mais c'est vrai. Donc, ceux-là, quand c'est Alain Foucault, c'est Franklin, c'est Nathalie. Bon, Kébi, quelquefois, Kébi aussi, la guette quelquefois. Et puis moi, je te ferai saouler quelquefois. Zouzou aussi quelquefois. Après ça, il y a plein de gens que je regarde pas. Bon, au Mali, ici, je regarde Iboussi, je regarde Abdul Niang, c'est ça? Abdul Niang, Iboussi. Bon, de temps en temps, quand je peux, je regarde Mohamed, je crois. Mais là aussi, c'est pas tout le temps. Parce que souvent, lui aussi, il exagère un peu. Souvent, je lui promets, souvent, il exagère un peu. Hein? Mais Iboussi, Abdul Niang, eux, ils travaillent sur ils font des interventions factuelles, c'est-à-dire sur des faits précis. Bon, eux, je les regarde beaucoup, je les apprécie beaucoup aussi. Et c'est vrai. Donc, ça, c'est des choses, mais quand vous voyez des gens qui font la propagande sans se rendre compte qu'ils sont en train de jouer contre leur propre pays. Et il y a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup. Mais souvent, quand tu veux essayer de dire, attention, c'est pas comme ça. Bon, il y en a qui se fâchent. Parce que, bon, il y en a qui veulent faire quand tu mets qu'à Dieu, montrer que tu es plus chose que moi, blablabla, alors que ça n'a rien à voir. C'est juste pour que on fasse un travail important, un travail de concert, un travail où le pays peut se retrouver, mais pas un travail où on va plonger le pays parce que ça sert à rien. Alors, donc vous voyez ici, Zelensky dit ouvertement devant le monde entier que c'est lui qui a soutenu, parce que là, il veut se vanter, puisque les Russes sont en train de nous tuer en Ukraine, nous aussi, nous avons tué les Russes au Mali. En fait, c'est l'objectif et c'est le but visé par Zelensky. Puisque les Russes nous tuent chez nous, puisque les Russes nous tuent chez nous, nous aussi, nous allons les tuer au Mali. C'est le langage de Zelensky et ça fait honte et c'est gênant. Les Africains se taisent. Mais, quoi qu'il en soit, nous allons nous battre. Nous allons nous battre et aucun mercenaire ukrainien ne quittera le Sahel. Le Sahel sera leur tombeau. Et ça, c'est le message que j'envoie à l'Ukraine et à Zelensky. Aucun mercenaire. À moins qu'ils restent en Algérie et puis piloter leur drone. Et s'ils mettent le pied dans le Sahel, personne ne sortira du Sahel. Le Sahel sera leur tombe. Je répète, le Sahel sera leur tombe. Et si on découvre que d'une manière ou d'une autre, que les drones sont pilotés à partir de l'Algérie, ça veut dire que l'Algérie devient désormais partie prenante directement du conflit dans le Sahel. En ce moment-là, on prendra les dispositions pour répondre à l'Algérie comme il se doit. Parce que nos autorités ont compris, et Dieu merci, après notre intervention sur l'Algérie, beaucoup se sont offusqués parce que beaucoup n'avaient pas vu cette déclaration de l'Algérie. C'est après mon intervention, parce que l'Algérie venait à peine de faire l'intervention, je crois que c'est 3 heures après que moi j'ai reçu le document. Personne ne m'a donné, si vous croyez que c'est quelqu'un de vous, détrompez-vous. Je sais où aller chercher mes informations. Donc, 3 heures après, moi j'ai reçu l'information. C'est là que j'ai lu devant vous. Et c'est après mon intervention là que beaucoup ont commencé à fouiller et puis ils sont allés, ils ont découvert et on a commencé à parler. Maintenant, si l'Algérie donne son territoire comme base arrière aux mercenaires ukrainiens pour piloter des drones,
au service des terroristes, les autorités sauront comment répondre à l'Algérie. Mais si ces Ukrainiens-là viennent dans le Sahel sera leur tombe. Ça, c'est une certitude absolue. Parce que là, maintenant, Zelensky donne 2 raisons à Poutine de le détruire. Il fait la grande gueule et dit à Poutine, c'est moi qui ai tué tes hommes au Mali. Maintenant, fais ce que tu veux en Ukraine. Poutine saura relever ce défi-là. Mais nous aussi, dans le Sahel, ici, on saura comment relever ce défi. On saura comment relever ce défi. Inch'Allah. Alors, on va garder le contact.